Voilà, il est midi une, donc on attend évidemment que vous arriviez tous au fur et à mesure, mais on va démarrer. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là et bonjour à tous ceux qui vont arriver au fur et à mesure. Nous, aujourd'hui, on a la chance à nouveau d'avoir deux invités, je dirais à la place de un invité habituel. Et surtout, le sujet qui va être amené par Brigitte et Ronan, en fait, nous concerne directement puisque depuis le début de SPX, on dit que finalement, on parle toujours du patient au centre, mais que du point de vue de SPX, ce qui est le plus important, c'est la perspective du patient. Et je pense que la perspective du patient, c'est vraiment le sujet de fond sur lequel Brigitte, qui est responsable du pôle patient, et Ronan, qui est responsable des relations avec les associations de patients pour Johnson & Johnson, vont nous présenter ici. Donc, je les laisse se présenter eux-mêmes. Je leur laisse évidemment tout l'espace ici pour pouvoir expliquer ce qu'ils font. Et puis, nous aurons, comme à l'accoutumée, les 5-10 dernières minutes pour pouvoir interagir avec eux, poser toutes les questions qui nous intéressent et terminer en beauté à 12h30 comme d'habitude. Donc, je vous laisse la parole, Ronan et Brigitte, et merci d'être là surtout. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Brigitte Bay, je travaille pour le groupe Johnson & Johnson, qui est un laboratoire, je vais vous le présenter un petit peu, de l'industrie pharmaceutique qui travaille dans différentes aires thérapeutiques, et je dirige le pôle patient. Le pôle patient, et je vais vous l'expliquer un peu après, s'occupe de toutes les interactions avec les associations de patients, puisqu'on travaille au jour le jour avec les patients. Et j'ai la chance d'avoir dans mon équipe Ronan. Oui, bonjour, Ronan Leveler. Donc moi, voilà, voilà, je fais partie de l'équipe et moi je vous préciserai exactement ce qu'on fait dans le cadre de la perspective patient en interne. Voilà. Et avant de commencer, je tenais à remercier Valérie Moulin, puisque c'est grâce à elle qu'on est avec vous aujourd'hui. On est vraiment ravis tous les deux de vous faire cette présentation. Slide suivante, peut-être, Ronan. Voilà, donc en fait, on est un groupe mondial, on a un groupe américain, on est basé aux États-Unis, mais au départ, on était un groupe belge, on s'appelait Janssen, autrefois, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, et on a depuis 1943 un credo qui est affiché partout dans l'entreprise et qui a cette phrase: nous sommes responsables en premier lieu envers les patients, les médecins et le personnel infirmier, les mères et les pères de famille et tous ceux qui utilisent nos produits et services. Donc ce credo est partout dans l'entreprise et vous allez voir, c'est ce qui nous drive, enfin ce qui nous permet d'avancer au jour le jour et de suivre ce créneau. Slide suivante. Donc Johnson & Johnson, très rapidement, parce que je ne vais pas m'éternaliser là-dessus. Donc on est basé au New Jersey. On a deux secteurs d'activité, la pharmacie pour laquelle Ronan et moi travaillons, qui s'appelle Innovative Medicine. On est parmi les 5 entreprises pharmaceutiques les plus grandes du monde. On est entre le numéro 1 et le numéro 2, ça dépend des pays. On est vraiment un très gros groupe, un très gros laboratoire pharmaceutique, et on a un deuxième secteur d'activité qui est plus tout ce qui est dispositifs médicaux, qui s'appelle MedTech. Donc on est un groupe assez complet puisqu'on a à la fois les médicaments et à la fois les dispositifs médicaux. On a 130 000 employés dans le monde. Ah non, voilà. 60 pays où J&J est physiquement implanté, dont la France, puisqu'on a une grosse filiale France qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Et ce que vous voyez derrière moi, on vient de déménager et c'est l'entrée de notre nouveau bâtiment. Et on a 85,2 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Une entreprise reconnue au niveau mondial, je vous l'ai dit, on est entre le numéro 1 et le numéro 2 en pharma pour la 10e année consécutive. On apparaît dans le magazine Fortune. Voilà, slide suivante. Donc la partie J&J Innovative Medicine, c'est la partie donc médicaments. On a 43 000 employés dans le monde. 13 000 scientifiques et chercheurs. On a une très grosse activité de recherche clinique, entre autres dans les hôpitaux en France. On est le premier au niveau des études cliniques en France, bien sûr après les États-Unis. On a 54,8 milliards de chiffre d'affaires et on investit, ce qui est énorme, presque 12 milliards de dollars investis en R&D.
En ce moment, je suis en train de vous parler, par exemple, du congrès de la SFH, qui est la Société française d'hématologie. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit derrière moi, j'en suis désolée. Et en hématologie, on est le premier groupe à travailler au niveau de la recherche clinique. On a 4 aires thérapeutiques majeures, que sont l'immunologie, l'oncohématologie, neurosciences et cardiopulmonaire. On est une société, et on en est fiers, il y a 65% de femmes dans l'entreprise et 65% de femmes au comité de direction. Comme je vous l'ai dit, on a déménagé dans un nouveau bâtiment qui s'appelle Bird et qui est basé à Issy-les-Moulineaux, qui comporte 550 collaborateurs. Et en France, on est pour l'instant le 2e laboratoire pharmaceutique. On a actuellement 2,7 millions de personnes malades qui bénéficient d'une de nos solutions thérapeutiques en France, qui est avec beaucoup d'aires thérapeutiques, c'est-à-dire beaucoup de maladies sur lesquelles on travaille et qui correspondent aux associations de patients avec lesquelles on va rentrer en contact. Slide suivante. Donc notre raison d'être, qui est aussi affichée partout dans l'entreprise, c'est ensemble, sans attendre, pour transformer la vie des patients. Ce ne sont pas des mots. Franchement, on a la chance d'avoir un comité de direction et une présidente qui portent vraiment cette raison d'être. Et au jour le jour, on travaille, on se lève, en tout cas Ronan et moi, on sait pourquoi on se lève pour transformer la vie des patients. Donc, comment ça se passe? En fait, on est un département qui comporte actuellement 3 personnes, plus 2 personnes qui viennent d'autres départements et qui donnent 30% de leur temps pour travailler pour nous. Donc, on est en tout 5 personnes et on travaille sur les différents temps de la vie du médicament. Donc, on commence par les essais cliniques où on commence à rentrer en contact avec les associations de patients qui, dans ce cadre-là, vont nous aider à mieux comprendre ces essais cliniques. Enfin, pas pour Johnson & Johnson, mais à mieux faire comprendre aux patients les essais cliniques. Donc, ils peuvent relire des protocoles, relire des consentements pour pas qu'il y ait des mots qui les choquent et ils nous aident donc à améliorer l'inclusion des patients dans ces essais cliniques. Ensuite, on travaille avec les associations de patients pour développer des innovations et des solutions, c'est-à-dire qu'on travaille sur tout le parcours de soins du patient et on essaye de faire entendre sa voix à tous ces moments. Par exemple, régulièrement, on fait des informations et des sensibilisations, surtout lors des journées mondiales, sur les différentes pathologies sur lesquelles on travaille. On co-construit avec les patients des solutions sur leur parcours de soins, c'est-à-dire qu'on monte des boards patients dans lesquels on implique des associations de patients pour nous aider à mieux comprendre leur parcours de soins et surtout à améliorer leur qualité de vie. Et puis, on a un volet sur lequel on travaille beaucoup et dans lequel les patients sont beaucoup impliqués, c'est qu'on cherche à réduire notre empreinte sociétale autour des patients. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans cette partie-là, mais il faut savoir que c'est une partie qui intéresse évidemment de plus en plus les hôpitaux, qui intéresse de plus en plus les associations de patients et qui cherchent à comprendre comment réduire au maximum notre empreinte sociétale. Donc, au jour le jour, on accompagne des associations de patients et d'aidants et on a une journée phare qu'on organise chaque année, qui cette année aura lieu le 14 octobre au sein de Johnson & Johnson. On réunit toutes les associations de patients avec lesquelles on travaille. Actuellement, on a 19 associations de patients avec lesquelles on travaille. Et on travaille sur des projets de sensibilisation à la maladie, de déstigmatisation de la maladie, comme je vous l'ai dit, à améliorer le parcours de soins. Et on travaille aussi de plus en plus avec les aidants qui ont un rôle, comme vous le savez tous, très important dans le parcours de soins et surtout dans la qualité de vie des patients. Donc voilà, vous avez un aperçu là des associations de patients avec lesquelles on travaille. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque association, mais il faut savoir qu'on établit des partenariats annuels avec ces associations. Comme je vous l'ai dit, les partenariats peuvent être au niveau des essais cliniques, au niveau du parcours de soins, au niveau de la RSE, donc il y a différentes actions qui sont menées avec ces associations de patients qu'on rencontre régulièrement. Par exemple, encore une fois, je vous dis aujourd'hui, je suis à la SFH et je vais rencontrer les associations de patients en hématologie avec lesquelles on travaille. Je crois que c'est à toi, Ronan. Oui, donc l'idée, voilà, c'était de vous faire
un peu un overview de qui nous sommes, Johnson & Johnson, et ce qu'on fait avec les associations de patients. Mais on voulait aussi vous parler, c'est la thématique de votre groupe, de la prise en compte de la perspective patient en interne et comment on la prend en compte. Et en fait, tout est né d'une discussion qu'on avait avec Brigitte en se disant que le monde des associations de patients évoluait fortement avec une vraie professionnalisation des associations de patients et comment nous, en tant que laboratoire pharmaceutique, on pouvait s'adapter à ces modifications et on pouvait s'adapter à la prise en compte de plus en plus importante de la place des patients dans le système de santé. Et donc, on a décidé de mettre en place un groupe d'experts en 2022, dont fait partie Valérie Moulin. Et l'idée, c'était de demander à des experts qui sont indépendants et qui sont pas du tout en lien avec nos aires thérapeutiques, et ça, c'était vraiment important, d'être là pour qu'on puisse les consulter sur des problématiques et des problématiques liées aux patients et aux associations de patients et à la stratégie de Johnson & Johnson. Donc, on avait Magali Léo, qui était à l'époque responsable du plaidoyer chez Rénalou. On avait Anne-Sophie Joly, qui est une personne assez connue en France et qui a créé le Comité national des associations d'obèses. On avait une personne qui représentait les aidants. On avait donc Valérie qui représentait la voix des patients à l'hôpital. On avait Catherine Toet-Turgis qui est une personne qui a créé l'Université des patients et qui défend la place des patients et l'expertise des patients. Et enfin, on avait Jean-Michel Chabot. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une expertise complémentaire pour pouvoir nous aider à travailler sur cette perspective patient et la prise en compte de la perspective patient. Pour information, là, c'est les 6 experts qu'on avait de 2022 à 2024 et on est en train de renouveler un peu notre comité d'experts, donc on peut pas vous donner les noms pour l'instant, mais on continue ce programme en 2025 et dans les années à venir. Et en fait, ce comité d'experts, sa mission, c'était de soutenir Johnson & Johnson dans nos efforts, dans ce que je vous disais, pour une plus forte intégration de la perspective patient en interne, mais aussi en externe. Et en fait, la première recommandation qu'ils ont eue, c'était de nous dire, si jamais vous voulez renforcer la perspective patient, il faut d'abord acculturer vos collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2023. On a mis en place un cycle de formation interne autour de la démocratie en santé, du rôle des associations de patients et d'aidants, et aussi de la place des patients dans le système de santé en France aujourd'hui et demain. Et c'est une formation qui a très très bien fonctionné puisque c'était une formation en présentiel et on avait plus de 100 participants par formation. Comme vous l'expliquait Brigitte, on est 550 en France, on est 350 au siège et on a 200 personnes plus ou moins sur le terrain. Donc cette formation, c'était 100 personnes en présentiel, ce qui est très très rare pour ce type de formation qui en général a lieu sur l'heure du déjeuner. Et la formation aussi a connu un succès assez important en termes de replay. Donc on était bien parti, on s'est dit voilà, on a commencé à culturer nos collaborateurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et on a mis en place un programme d'ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a demandé à toutes les personnes qui étaient intéressées de devenir ambassadeurs de la perspective patient. Et comme le disait Brigitte tout à l'heure, on a un fort soutien de notre comité de direction puisque le comité de direction a accordé aux ambassadeurs 5% de leur temps qui peuvent consacrer à cette mission. Et donc, en 2024, on a une première promotion d'ambassadeurs. Et ce qui était intéressant, c'est ce qu'on cherchait, donc c'était très bien, c'est qu'on a eu 13 ambassadeurs de 11 départements différents. Et l'idée, au départ, c'était d'avoir des ambassadeurs qui n'étaient pas obligatoirement en lien direct ou indirect avec les patients, mais qui pouvaient se rendre compte de qu'est-ce que c'était que de travailler dans un laboratoire pharmaceutique et comment, dans toutes les décisions qu'on pouvait prendre, que ce soit en direct ou indirectement, pour les patients, que cette perspective patient soit prise en compte. Donc, par exemple, parmi les ambassadeurs en 2024, on avait des représentants du département juridique, des représentants de notre département qui s'occupe de tout ce qui est stand et action lors des congrès médicaux. Et donc, cette promotion, ils ont eu plusieurs missions et la première mission qu'ils avaient, c'était de faire le diagnostic de la prise en compte de la perspective patient au sein de leur département, c'est-à-dire de voir un peu ce qui fonctionnait moins bien et d'essayer de trouver des axes d'amélioration avec toujours comme objectif de faire en sorte que tous les collaborateurs, comme le disait Brigitte, quand on se lève le matin, on se lève parce que on va aider d'une certaine manière, directement ou indirectement les patients, et que toute décision qu'on va prendre va être prise avec le prisme des patients. Donc, c'est
cette promotion a aussi fait des immersions. Donc, il y a certains de nos collaborateurs qui ont participé à une journée d'immersion avec Valérie Moulin à l'hôpital Foch. Donc, ils ont pu voir ce que c'était que la perspective patient et la prise en compte de celle-ci dans un hôpital. Et d'autres collègues ont participé à des immersions avec le collectif Je t'aide, donc pour les aidants. Et surtout, on a mis en place un deuxième programme dont je vais vous parler qui s'appelle Cancer et Travail. Et on s'est dit que l'idée, c'était que on devait être exemplaire avec nos collaborateurs, avec nos managers ou avec les aidants qui sont confrontés au cancer. Et donc, qu'est-ce que nous, en tant qu'entreprise pharmaceutique, on pouvait faire pour nos collaborateurs pour les soutenir dans ces périodes ces périodes difficiles. Donc, c'est un programme dont je vais vous parler un tout petit peu juste après. Et pour 2025, donc on a une nouvelle promotion d'ambassadeurs. Donc on a 18 ambassadeurs dans 10 départements différents. Et on est très fiers d'avoir notamment une personne de la finance, donc qui est là pour prendre en compte la perspective patient et essayer de comprendre quand on travaille dans un département finance d'un laboratoire pharmaceutique, ce n'est pas la même chose que travailler dans le département finance de BMW ou de Carrefour ou de Canal+. Donc il y a une vraie implication pour les patients. Et on va mettre en place des actions concrètes cancer et travail dans ce programme à destination de nos collaborateurs. Les domaines d'intervention, ça je les ai couverts, donc c'est diagnostic, ils font de la sensibilisation et ils font des immersions. Et en fait, tous les ambassadeurs, vous voyez, il y a un tour de cou, un lanyard orange, donc tous les ambassadeurs, ils ont leur lanyard Johnson & Johnson, mais ils portent tous aussi le lanyard pour qu'on puisse les reconnaître pour les ambassadeurs de la perspective patient. Et notre présidente Delphine Aguilera-Caron, elle le porte aussi, donc ça montre que c'est vraiment un programme qui est en place chez nous et une question qui est très sensible, la perspective patient. Je vais passer rapidement sur cancer et travail. Donc pourquoi on le fait? Parce qu'il y a 50% d'entre nous qui sont touchés par le cancer au moment de leur vie. Et il y a surtout 50% des personnes qui ont un cancer qui n'osent pas en parler à leur employeur. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit exemplaire par rapport à ça. Et donc ça, c'est vraiment la mise en pratique de la perspective patient au sein d'un laboratoire pharmaceutique. Donc on a mis en place 3 activités. On a un groupe de travail qui cherche à améliorer la prise en compte du cancer en interne. Donc c'est par exemple comment on communique sur les aides qui sont existantes, parce qu'on a beaucoup d'aides existantes chez J&J, mais personne ne les connaît. Et le jour où on en a besoin, le premier réflexe, c'est pas obligatoirement d'aller sur le site internet, sur l'intranet pour pouvoir voir ce qui est à disposition. C'est comment on va adapter le temps de travail, notamment lors du retour au travail, et comment on va adapter les objectifs de la personne qui revient après une absence liée au cancer ou une maladie longue, comment on va pouvoir adapter ses objectifs. Au-delà de ça, on a décidé de mettre en place des buddies. Donc, en fait, c'est de la paire aidance. Et c'est des buddies qui sont des collaborateurs, des managers ou des aidants. Ils ont été formés par l'Université des patients. Donc, ils ont eu 15 heures de formation à l'écoute. Et le rôle des buddies qui vont être lancés au mois de mai, c'est d'être à l'écoute des collaborateurs qui sont concernés par un cancer, mais aussi à l'écoute des aidants ou des managers. Et ils sont là pour les écouter et pour les aider, et surtout pour les aider au niveau administratif et financier, les aider à faire en sorte que toutes les aides qui sont connues, qui sont à disposition chez J&J soient connues. Parce que l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, l'information, il faut aller la chercher. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'information, elle vienne aux collaborateurs, à la personne qui en a besoin, elle sache qu'il y a des buddies qui sont à disposition et qui vont pouvoir l'aider à traverser ces périodes difficiles. Et enfin, on a mis en place une sensibilisation des managers pour que un collaborateur qui est atteint d'un cancer, ça bouleverse sa vie, mais ça va bouleverser aussi la vie de l'équipe. Donc c'est comment un manager peut gérer son équipe et peut faire le lien avec le collaborateur au moment de la période de diagnostic, donc pas uniquement au moment de l'annonce, mais toute la période qui précède l'annonce, au moment de l'absence, s'il y a une absence, comment on fait pour maintenir le lien, parce qu'on sait tous que le lien à ce moment-là, c'est très important, et au moment du retour au travail, comment on fait pour préparer ses équipes au retour au travail de la personne, comment on fait pour préparer le retour de cette personne sur son lieu de travail, mais pas uniquement le jour du retour au travail, mais vraiment on travaille sur la durée et comment on peut faire en sorte que cette personne, elle se sente bien, elle se sente à l'aise, elle sente que l'entreprise s'adapte à elle et non pas elle qui doit se réadapter à l'entreprise.
Et en fait, on a eu un séminaire sur la délicatesse dans les relations qui a eu lieu le 4 février et on met en place une série de capsules vidéo sur les différents temps qui sont à disposition des collaborateurs et notamment des managers pour que, en fonction des questions qu'ils aient, on puisse avoir des réponses rapides et efficaces. Et enfin, le 7 octobre, on va organiser une journée de sensibilisation interne. On va faire intervenir des associations, notamment des associations dans le cancer du sein, parce que comme le disait Brigitte, on a 70% de nos collaborateurs qui sont des collaboratrices, mais aussi des associations sur les cancers masculins, parce que on s'aperçoit qu'en général, les cancers masculins, c'est plus les femmes qui en parlent à leur mari ou à leur partenaire que les hommes qui vont en parler directement. Donc, on va faire de la communication et de la sensibilisation auprès de nos collaborateurs, mais aussi de nos collaboratrices. Et enfin, et c'est ce qui fonctionne le plus dans le cas de la perspective patient et de sa prise en compte, c'est qu'on va avoir des témoignages de collaborateurs qui ont vécu le parcours de vie d'une personne qui a un cancer, qui vont pouvoir venir témoigner sur la façon dont ils l'ont vécu. Parce que nous, on est persuadés que quand vous connaissez une personne qui a eu un cancer, le message passe beaucoup plus facilement que si c'est des témoignages externes. Voilà, en gros, ce que l'on fait. Donc, comme vous avez vu à travers ce que disait Brigitte, en externe, avec les associations de patients, on collabore au jour le jour, et aussi en interne, ce qu'on fait pour nos collaborateurs qui sont aussi parfois des patients. Je vais arrêter le partage de connexion. Voilà, on a tenu en 20 minutes. Grand merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Soit en direct, les questions, soit dans le chat, n'hésitez pas. En attendant éventuellement la première question. D'abord, bravo pour ce que vous venez de présenter, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a cette fameuse symétrie des intentions, c'est-à-dire que si on veut s'occuper d'accompagner correctement, entre guillemets, les patients, il faut aussi qu'on soit là pour nos propres employés. Donc, je pense que ça, c'est un geste fort, et probablement que nous, dans les établissements de santé, il y a matière. C'est vrai que quand on voit parfois des personnes qui éprouvent elles-mêmes la maladie et qui ont du mal parfois dans leur propre établissement à trouver un rendez-vous pour soit un médecin, soit une consultation, c'est évidemment des choses qu'on peut imaginer, donc reproductibles. Ce qui est important avec SPX, c'est que imaginer que ce qu'on entend, ce qu'on voit lors d'un webinaire puisse être reproduit là où on est, c'est vraiment quelque chose qui nous parle de cette manière-là. Alors, on a vu avec votre explication là où vous en êtes, et c'était très très actif en termes de sensibilisation, formation et action avec les employés de Johnson & Johnson. Quelles sont les prochaines étapes là maintenant par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez construit avec les associations de patients? Dans quoi est-ce que vous allez vous engager? Comment est-ce que vous allez décliner ce que vous avez commencé à mettre en place depuis 2 ans maintenant? Je m'adresse aussi bien à Ronan. Vas-y. Alors, vis-à-vis des associations de patients, on continue notre travail qui est un peu un travail en parallèle. En fait, vous savez peut-être qu'au cours de la vie du médicament, maintenant la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, fait appel aux associations de patients pour qu'ils témoignent de ce qu'ils ressentent, la qualité de vie lorsqu'ils sont traités par des innovations qu'on va lancer. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus avec Ronan parce que c'est très important qu'ils puissent avoir accès à l'information. Donc, on échange beaucoup avec eux en réactif, mais on répond toujours à leurs questions. On essaye d'améliorer au maximum leur parcours de soins. Je vous donne un exemple très concret. On passe souvent d'une forme IV à une forme sous-cute parce qu'on se rend compte que ça permet soit de l'HDJ plus rapide, soit de la HAD, ce qui est encore mieux pour les patients. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus autour de la qualité de vie des patients qu'on travaille et qu'on continue à travailler. On a beaucoup de chance avec Ronan d'être dans un laboratoire où il y a énormément d'innovation et où la voix des patients compte beaucoup. Vous savez que maintenant, quand on met à disposition un traitement, il suffit pas de faire des études cliniques et de montrer son efficacité, puisque maintenant un traitement est jugé à la fois sur son efficacité, mais surtout de plus en plus sur sa qualité de vie.
Et c'est en ça que les associations de patients sont importantes, puisqu'elles sont appelées à venir même physiquement au niveau de la HAS pour intervenir et parler du traitement au niveau qualité de vie. Donc nous, on travaille vraiment beaucoup sur la qualité de vie des patients. Et en interne, je laisse Ronan dire la suite du programme. Oui, et puis pour compléter juste sur l'externe, les associations de patients, en fait, la journée Oh My Day, c'est une journée très importante qui est tous les ans. C'est une journée qui est faite par et pour les associations de patients. C'est vraiment pas juste de la communication, parce qu'en fait, on a un comité d'experts, un comité de pilotage qui est composé uniquement de représentants d'associations de patients. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à leurs besoins. Et c'est des besoins très pragmatiques. Donc, on a souvent des sessions sur comment je fais pour recruter des bénévoles, comment je fais pour m'assurer que les bénévoles restent bénévoles, comment je fais pour que les personnes qui adhèrent à mon association, ils font le passage et deviennent bénévoles, comment je fais pour communiquer à l'extérieur, comment je fais pour trouver et diversifier mon financement. Et en fait, on s'est aperçu que c'est des problématiques que toutes les associations ont, mais qu'elles ont du mal et elles n'ont pas le temps d'échanger entre elles. Donc en fait, cette journée Oh My Day, c'est vraiment un échange d'expertise et de connaissances pour qu'elles puissent se renforcer, parce que nous, on est persuadés, et moi je viens du monde des associations de patients, mais on est persuadés que des associations fortes qui représentent les patients, c'est hyper important, parce que la voix des patients, comme on le voit, elle est de plus en plus demandée, elle est de plus en plus écoutée, mais il faut qu'il y ait des associations fortes qui puissent les représenter et qui puissent porter la voix auprès des médecins, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Et alors, pour le programme Cancer et Travail en interne, donc là, on le lance au mois de mai. Et l'idée, c'est que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est comme on le disait tout à l'heure, on est une entreprise mondiale, c'est qu'on est un peu isolé pour l'instant dans notre coin, donc on fait un peu un test, et si ça fonctionne bien, il n'y a aucune raison que ça fonctionne mal, que ça soit répliqué et que ça devienne en fait obligatoire dans toutes les filiales de J&J d'avoir un programme Cancer et Travail. Et encore une fois, nous, c'est un cas d'usage, le cancer, mais en fait, finalement, les solutions qu'on met en place s'adressent à toutes les personnes qui ont des maladies longues. Il n'y a pas une spécificité cancer, il fallait juste que, et ça c'était la recommandation de notre comité d'experts, qu'on parte d'un cas d'usage pour pouvoir mettre en place nos actions. Ok, merci beaucoup. Il y a 2 questions, il nous reste 2 minutes, donc on va y aller. Comment est mesuré l'effet de ce qui a été mis en place? Ça, c'est la première question, j'imagine, par rapport à ce que vous avez déjà présenté. Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont prévues? Comment est-ce que c'est évalué? Par rapport au programme Cancer et Travail, je te laisse répondre. Ouais. La seule mesure qu'on va pouvoir avoir vraiment, c'est le nombre de personnes qui vont contacter les buddies. On sait qu'aujourd'hui, donc sur les 550 personnes, on avait envoyé une communication en disant voilà, on veut mettre en place un programme de ce type-là. Si vous êtes intéressé, on fait une réunion anonyme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas encore en parler au sein de notre laboratoire. Et on avait eu 26 personnes. Donc 26 personnes, c'est 5% de nos collaborateurs, c'est plus ou moins la proportion de personnes qui ont un cancer ou sont touchées directement par un cancer. Donc l'idée, c'est que si ça fonctionne bien, c'est qu'il y a des personnes qui viennent voir les buddies. Après, si personne ne vient les voir, c'est que ça veut dire, qu'il y ait personne qui ait un cancer ou concerné par le cancer, mais ça serait vraiment étonnant. Et la deuxième solution, c'est qu'on a mal communiqué. Donc, si on s'aperçoit au bout de 2 ou 3 mois, il y a personne qui vient nous voir, c'est que on va essayer de changer notre façon de communiquer pour être sûr de toucher les personnes. L'idée étant vraiment que c'est du bénévolat, mais que c'est vraiment aider les personnes qui vivent le parcours de vie d'un cancer et que montrer que notre entreprise, on a des produits dans le cancer, mais aussi on est là pour d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, on est là aussi pour nos collaborateurs qui vivent cette épreuve directement ou indirectement. Donc ça sera vraiment la mesure. Et après, si ça fonctionne vraiment bien, on espère que ça sera pris ailleurs. Et je voyais, c'était marqué, je pensais aussi aux ambassadeurs. Donc je réponds. Donc aujourd'hui, les ambassadeurs, c'est comme Cancer et Travail, c'est un projet qui a lieu qu'en France. Mais en fait, on en parle de plus en plus et on a notre chairman de l'Europe qui était là la semaine dernière et on avait notre grand chairman du monde qui était là la semaine dernière et notre chairman en Europe, il trouve que c'est un projet hyper intéressant et on commence à avoir les personnes de l'Europe, moi j'ai eu une réunion cette semaine avec les personnes de l'Europe qui nous demandent un peu un modus operandi pour pouvoir mettre en place, en fait pour pouvoir proposer ce système d'ambassadeurs dans les autres pays. Donc chez J&J en Belgique ou chez J&J en Allemagne, mais aussi essayer de voir comment on pourrait le mettre au niveau Europe.
et mettre en place des ambassadeurs comme ça qui puissent représenter la perspective patient, parce que encore une fois, le credo de J&J, la première phase, c'est que notre première responsabilité, elle est envers les patients, et donc c'est envers les collaborateurs qui sont patients, mais aussi envers les patients externes. Et il faut pour ça que tout le monde se sente concerné en disant, voilà, quand je travaille dans un laboratoire pharmaceutique ou dans une entreprise de médicaments, on est souvent décrié à l'externe, à tort souvent, parfois à juste raison, mais voilà, que c'est pas anodin de travailler dans une entreprise du médicament. On a un métier qui fait que grâce à nous, ça permet de soigner des personnes qui sont malades. Ok, je sais que Brigitte doit nous quitter assez rapidement. Oui, il y a juste une question sur les dispositifs médicaux. Bien sûr qu'on prend en compte la perspective patient dans les dispositifs médicaux, mais Ronan s'y attelle, donc c'est la prochaine étape. Et pour l'instant, ils n'ont pas une équipe comme la nôtre au niveau médicaments, mais justement, on est là pour les aider et on est là pour… donc, bien évidemment qu'on prend en compte la perspective patient dans les dispositifs médicaux. Ok, mais c'est un peu super. plus nouveau. Voilà. Très bien, on voit bien que c'est quelque chose qui est en marche, quoi. Et que, voilà, vous êtes attelés et il faut poursuivre et voir jusqu'où ça va vous mener, ça va nous mener. J'ai une dernière question pour vous deux, et je vais commencer par Brigitte, mais c'est la même. Moi, je voudrais vraiment avoir votre avis sur quelle est, d'après vous, l'évolution de l'expérience patient dans les 4-5 années qui vont venir par rapport à ce qui est aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Très rapidement, en quelques mots. Brigitte. Il y a un gros virage qui arrive là parce que l'évaluation de nos médicaments va passer au niveau européen entièrement. Donc, nos associations de patients français sont assez inquiètes parce que tout va se décider au niveau Europe. Du coup, on essaye de les accompagner au mieux dans ce virage et on va essayer de les accompagner pour que leur voix compte, que la voix de la France continue à compter dans toutes nos décisions Europe. Je pense que c'est le plus gros virage de ce qui se passe actuellement au niveau des associations de patients. Au niveau interne, peut-être Ronan, tu veux compléter? Oui, alors juste pour compléter ce que Brigitte dit, c'est que moi je pense que c'est obligatoire que la voix des patients soit de plus en plus prise en compte, notamment par les professionnels de santé, parce que les professionnels de santé, ils connaissent très bien la maladie, mais et moi je suis un patient moi-même. Moi, on vit avec la maladie au jour le jour, donc on a une expérience, voire une expertise de la maladie que les professionnels de santé n'ont pas, que vivre avec une maladie chronique ou une maladie longue ou un cancer, on sait ce que c'est, donc il faut prendre en compte cette considération. Et on voit qu'il y a un changement de paradigme entre il y a 15-20 ans et maintenant. Avant, en faisant des généralisations, quand vous aviez un cancer du poumon, vous étiez un poumon, et aujourd'hui, vous êtes une personne. Donc nous, on se bat beaucoup. Moi, je me bats beaucoup en interne pour qu'on dise pas un patient, mais une personne avec une pathologie, parce qu'on se définit d'abord par notre humanité. Et je pense que ça, c'est au-delà de l'évaluation des médicaments, c'est quelque chose pour lequel on se bat pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de la personne avec une maladie et le fait que la vie, ça s'arrête pas à la maladie, et que la vie s'arrête pas à la maladie, qu'il faut faire en sorte qu'on prenne ça en considération et qu'on a une expertise, qu'il n'y a pas la notion de sachant et de patient, elle existe de moins en moins, et voilà. Donc c'est pour ça que moi je me bats en tout cas au sein de J&J. En tout cas, la collaboration est là, elle démarre déjà depuis quelques années et elle ne peut que perdurer. Ça, c'est clair. Tout à fait. Un tout grand merci pour votre intervention à tous les deux. Brigitte, on savait qu'elle devait partir très, très rapidement. Je voudrais juste dire que la prochaine séance de SPX Soul sera espagnole, que ce sera le 9 avril, que ce sera Anna Sant et Mamen Galindo qui seront là. Et donc, merci beaucoup, Ronan. Je pense que, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser, les différents échanges, maintenant, la porte est ouverte. On sait ce que vous êtes en train de faire chez Johnson & Johnson. Bravo pour ça. Et on continuera à suivre ce que vous faites. À très bientôt. N'hésitez pas si vous voulez nous contacter pour qu'on en parle. Il y a vraiment aucun souci. Nous, on est vraiment là pour… Encore une fois, moi, je viens du monde des associations de patients. Je suis là pour défendre les patients et les associations. Merci beaucoup. Et en tout cas, avec SPX, on fait le relais de toutes les demandes s'il y a lieu. Ok, parfait. Merci beaucoup. Très bon après-midi à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.